Oui. On va aller à des autres que je vais aller à l'intérieur. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît. On va commencer à l'heure parce que vous savez qu'on est à l'UQAM, il y avait des cours ici ce matin et il y a un cours aussi à 14 h. Donc, on doit obligatoirement avoir terminé pour 13h45. Notre présentation devrait durer à peu près 30 minutes, donc il y aura une période de 30 minutes pour la salle. Merci d'être là, malgré la température, les trottoirs glissants, et merci aux étudiants qui sont dans leur semaine d'examen, donc avec beaucoup peut-être d'autres préoccupations que celles que nous allons aborder aujourd'hui, même si c'est un sujet d'actualité et qui va nous occuper pour certainement les prochains mois, sinon les prochaines années. Je me présente, mon nom est Jean Barry. Je suis professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, un professeur en droit administratif, mais un militant en environnement. Je suis aussi vice-président du Centre québécois du droit de l'environnement. Mon sujet de maîtrise à l'Université Laval portait sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, la procédure d'évaluation et d'examen, le bureau d'audience publique en environnement, dont on a un ancien président parmi nous, M. Pierre Renaud. Et donc, ça a été publié, ce n'est plus en vente dans aucune mauvaise librairie, mais c'est à la bibliothèque. Ça s'intitule « Le BAP devant les citoyens » et ça c'est encore d'actualité sur les sujets qui nous occupent. Et quand j'ai fait ma maîtrise sur l'évaluation environnementale, une des questions que je me suis rendu compte, c'est que souvent on nous consultait sans qu'on soit informé adéquatement, donc parle, mais finalement il nous manque d'informations. Donc j'ai décidé de faire une thèse sur le droit d'accès à l'information environnementale, et ça aussi, ça fait partie des enjeux soulevés par le projet EnergieS. Le projet EnergieS, vous en avez entendu parler, c'est quand même au Québec, dans sa partie québécoise, 650 km de construction d'un nouvel oléoduc. C'est le plus grand projet d'infrastructure de transport énergétique de l'histoire récente du Québec. Dans d'autres provinces, le projet peut consister à inverser le flux d'oléoducs existants, mais au Québec, il faut vraiment construire un oléoduc qui va partir de la région de l'Outaouais pour aller sortir en se dirigeant vers le Nouveau-Brunswick, vers le Témiscouata, en traversant les principales rivières du Québec, dont le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un projet qui mérite l'attention de tout le monde et qui est assujetti par les différents mécanismes de la loi sur la qualité de l'environnement dont je vais vous entretenir. Et après ça, on va se partager la tâche. C'est mon collègue Michel Bélanger, qui est un avocat et un procureur qui a reçu le prix, il est maintenant avocat émérite par le barreau du Québec, mais qui est très connu dans le milieu du droit de l'environnement pour avoir plaidé avec succès différentes causes, dont la dernière en date que vous aviez peut-être entendu parler, et il va en traiter un peu parce que c'est la suite. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans cette suite logique-là, sur les forages qui ont été déclarés illégaux, les forages de TransCanada l'an dernier au large de Cacouna dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai parlé de la loi sur la qualité de l'environnement, son historique. La loi sur la qualité de l'environnement a été adoptée en 1972. On était parmi les précurseurs. La première loi sur la planète spécifique à la loi à la qualité de l'environnement, c'est 1969 aux États-Unis. Donc en 1972, quand le Québec adopte une loi sur la qualité de l'environnement, il fait office de précurseur. Mais à ce moment-là, le citoyen, la population, vous et moi, on n'existait pas. Dans la loi, il y avait seulement ceux qui demandaient des autorisations pour entreprendre des travaux, des ouvrages, et c'était seulement le ministre de l'Environnement à l'époque qui avait la charge de délivrer ces autorisations-là. Et donc, la loi, c'était le rapport entre les demandeurs d'autorisation et le ministre et son ministère qui devait octroyer ou non les autorisations. Il n'y avait aucun mécanisme d'information, de participation à ce moment-là. En 1978, sous le premier gouvernement de René Lévesque, une des grandes réformes démocratiques de ce mandat-là, d'ailleurs, on fait une réforme importante de la loi sur la qualité de l'environnement et qui fait entrer le citoyen comme un acteur dans la protection environnementale. Entre autres, la procédure d'évaluation et d'examen de certains grands projets. On va déterminer qu'il y a des projets qui ont des impacts présumés majeurs et que sur ces projets-là, ça vaut la peine d'informer de façon particulière et de consulter, de demander l'avis des citoyens. Et on va créer, pour ce faire, pour aider à la participation citoyenne, un organisme qui est encore aujourd'hui réputé internationalement, le Bureau d'audience publique en environnement, ce qu'on appelle tout le monde le BAP, qui son mandat est de favoriser cette participation citoyenne-là.
Et pour déterminer, parce que là, quels sont les projets qui ont ces fameux impacts majeurs présumés, on va, parce que sinon on ne va pas laisser ça à l'arbitraire du gouvernement à chaque fois de décider, ah oui, tel projet, il y aura des audiences, là, selon les pressions des différents milieux sociaux. On va adopter en 1980 un règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement qui détermine spécifiquement, c'est des fiches un peu techniques, le type de projet qui doit être assujetti à cette procédure-là. Par exemple, moi, ce qui m'a amené à étudier, à entreprendre des études tardives en droit, c'était une bataille citoyenne sur un petit barrage hydroélectrique en Mauricie. À l'époque, le seuil d'assujettissement pour les centrales hydroélectriques, le seuil d'assujettissement, c'était 10 MW. La plupart des petits projets dans les années 90 avaient 9,5, 9,6, 9,7, passaient sous le seuil parce que généralement, un promoteur espère éviter les coûts et les éventuels problèmes liés à la consultation publique. Ça tend à changer cette mentalité-là, mais ça reste présent quand même. Donc, c'est des seuils techniques. Une autoroute, la construction d'une autoroute, ça va dépendre de la longueur, de la largeur de l'emprise. C'est très, très précis. Si on passe juste un petit peu en dessous, on n'est pas assujetti, mais à partir du moment on le devient quand on rencontre les critères. Dans le cas d'un oléoduc, c'est là qu'on va voir, les critères qui sont prévus sont très clairs. C'est un oléoduc de plus de 2 km. Mais la procédure, avant d'embarquer comme telle dans le projet, la procédure est légalement encadrée. Ce n'est pas à chaque fois comment on fonctionne. Et ça, dans cette section-là, en 1978, quand on crée cette section-là, c'est la section 4.1 de la loi, les articles 31.1 à 31.9, il n'y en a pas des tonnes. Mais l'article 31.1 est quand même assez clair. Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan, un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, donc le fameux règlement qui sera adopté en 1980 sur l'évaluation et l'examen des impacts, sans suivre la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la présente section, et obtenir un certificat d'autorisation du gouvernement. C'est très important. Ce genre de projet-là, jugé pouvant avoir des impacts majeurs, contrairement à la grande majorité des projets où c'est le seul ministre qui a le pouvoir de les autoriser, en vertu de l'article 22, il s'autorise à peu près 5000 projets de ce type-là par année, ça peut varier, mais les projets majeurs, il y en a peut-être une vingtaine, 25, 30 par année. Et ça, on exige que ce soit autorisé par le gouvernement, pas seulement le ministre, pour ce type de projets-là qui sont assujettis. La liste des projets qui sont assujettis, comme j'ai expliqué, ça se retrouve dans le règlement, le REEIE, le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts en environnement. La liste, là, c'est l'article 2, et là, la liste dit « Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes ou activités décrites ci-dessous sont assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section 4.1 de la loi, donc les articles 31 à 31.9, et doivent faire l'objet, on le rappelle dans le règlement, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en vertu de l'article 31.5 que je vais vous montrer tout de suite après. » Et là, vous avez des énumérations par type, là, quai, aéroport, autoroute, centrale électrique, mais la ligne D dit la construction ou l'agrandissement d'un port, c'est ce qui faisait en sorte que le port prévu, parce que dans le projet Énergie-Est, vous vous souviendrez qu'initialement, il y avait un embranchement qui devait mener l'oléoduc au port qui aurait dû être construit à Kakuna. Suite à toutes sortes dont Michel vous parlait tantôt, le promoteur a changé son projet. Il n'y a plus de projet de port pour le moment à Kakuna, mais ce port-là était assujetti à la procédure d'évaluation. Et l'article J, 2J, ça va être très clair, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en droit pour le comprendre. La construction d'un oléoduc d'une longueur de plus de 2 km dans une nouvelle emprise est assujettie au règlement, donc à toute la procédure et à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation du gouvernement. Je rappelle que l'oléoduc en question au Québec implique la construction d'un oléoduc de 650 km, soit 300 fois plus que le seuil prévu réglementairement. La loi, ce qu'elle dit, 31.3, parce qu'une fois qu'un projet est assujetti, donc un promoteur, ses conseillers juridiques vont lui dire « Monsieur, votre projet il est assujetti en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, il faut déposer un avis de projet au ministère.
Et là, le ministère va va donner une directive au promoteur sur comment élaborer son étude d'impact. Quel sujet le ministre de l'Environnement considère important que le promoteur documente dans l'étude d'impact. Parce que ce n'est pas le promoteur qui décide de lui-même. Moi, je vais faire une étude d'impact, mais je vais juste documenter telle section. On ne peut pas faire, si on veut, vraiment l'ensemble des impacts environnementaux. Et dans ce cas ici, il y a des spécificités québécoises. Au Québec, on a adopté des lois particulières sur la protection du territoire agricole. On a une loi aussi spéciale sur la question de l'eau. On a nos propres milieux protégés, nos propres lois sur les espèces menacées. La loi sur le développement durable avec des principes qui n'existent pas nécessairement ailleurs. Donc, dans une étude d'impact, on a vu les récentes consultations à la communauté métropolitaine de Montréal sur les compétences municipales, par exemple. Bien, dans une étude d'impact, le ministre de l'Environnement peut exiger du promoteur, vous allez me documenter, là, vous allez répondre à tel point. Et le promoteur n'a pas le choix, ces directives-là sont contraignantes en vertu d'une décision d'un tribunal. Ce que la loi dit ensuite, c'est que le ministre, on a donné des pouvoirs, le ministre peut à tout moment demander à l'initiateur du projet, qui est assujetti, de fournir des renseignements, d'approfondir certaines questions ou d'entreprendre certaines recherches qu'il estime nécessaires afin d'évaluer complètement les conséquences sur l'environnement du projet proposé. Donc, c'est un pouvoir additionnel. Quand un projet est assujetti, le ministre peut en tout temps, même après des audiences du BAP, même après que nous, citoyens, on a été consultés, le ministre peut exiger, parce que peut-être que les citoyens ont posé des questions qui mériteraient éclaircissement, en tout temps, avant de rendre sa décision, il peut demander des informations supplémentaires. 31.5 est très important parce que quand le ministre juge, une fois que le promoteur a réalisé son étude d'impact, il l'envoie au ministre et là, elle est évaluée, elle est discutée par les différents ministères qui peuvent être touchés. Ça peut être la sécurité publique, ça peut être transport, ça dépend des projets. Et lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante par le ministre, c'est le ministre, c'est pas le BAP qui rend l'étude d'impact publique, c'est le ministre. Elle est soumise avec la demande d'autorisation au gouvernement. Et là, c'est le gouvernement qui peut délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification. Donc, le gouvernement, c'est un pouvoir discrétionnaire, n'est pas obligé de dire oui, n'est pas obligé de dire non, mais c'est à lui à décider. Il peut dire oui et imposer certaines conditions, dépendamment des questions qui ont, entre autres, été soulevées aux audiences publiques. Mais le BAP n'étant pas décisionnel, c'est le gouvernement, et c'est normal, c'est lui qui prend la décision d'autoriser ou pas. Donc, sur ça, ça fait grosso modo la présentation du cadre légal qui n'est pas particulier à TransCanada, ça n'a absolument rien, ça s'applique à l'ensemble du Québec pour tous les projets qui sont d'une certaine importance, qui sont mentionnés au règlement sur l'évaluation et l'examen d'impact. Sur ce, je vais laisser Michel venir vous entretenir et je vais revenir après sur les impacts négatifs pour la population québécoise du processus qui a été choisi par le ministre. Bonjour tout le monde. Juste une petite précision. C'est toujours délicat pour un procureur, un avocat, même un professeur d'université, de commenter des dossiers qui sont déposés à la Cour, qui sont judiciarisés. Donc, je devrais d'avoir une certaine réserve ce midi. Je vais vous exposer les documents, la requête telle que déposée, qui est publique actuellement. J'essaierai de voir dans quelle mesure je peux répondre aux questions que vous aurez tout à l'heure par ailleurs, mais vous comprendrez que il va falloir être quand même un peu réservé là-dessus, plus que d'habitude, à mon habitude. Je vais juste réouvrir sur, parce que ça va avoir des implications nécessairement, et ça, encore une fois, c'est du connu, c'est du décidé même, sur ce qui s'est passé un petit peu, je reviens un peu en arrière, dans le même dossier de TransCanada, parce que c'est le même défendeur aujourd'hui qui va se défendre de la requête, ou qui va avoir des représentations à faire sur la requête qu'on vient de déposer. En mars 2013, Jean l'a mentionné, TransCanada dépose un avis de projet au ministère de l'Environnement pour le port pétrolier qu'elle allait construire. Alors, c'est particulier parce que dès le départ, le TransCanada, qui va construire quand même 600 km pour se rendre à Cacouna, ne dépose son avis de projet que sur la portion finale, le bout du tuyau finalement.
bon, s'amorce cette démarche-là. Et je le souligne parce que c'est un peu l'entoile de fond de toutes les interventions qui, à ce jour, ont été faites par TransCanada à chaque fois, que ce soit volontairement comme ça, c'est-à-dire dans un contexte d'application réglementaire, mais ça a même été une représentation qu'ils ont faite à la Cour, dans la suite que je vais vous présenter. Le communiqué de presse qui accompagnait le dépôt de cet avis de projet-là disait bien entendu que la défenderesse, ou en tout cas TransCanada, pour tirer un peu de la requête, ces allégués-là, les défenderesses acceptaient de participer, entre guillemets, volontairement au processus du BAP. En mai 2014, on n'est quand même pas très loin. Juste une petite précision, entre-temps, on apprend en avril, et on l'apprend pas mal à la dernière minute, que TransCanada s'apprête à faire des levées sismiques dans le fleuve, c'est-à-dire des explosions pour mesurer la cartographie du fond du fleuve. C'est comme ça que ça s'appelle des levées sismiques. Certains groupes environnementaux qui suivent le dossier s'inquiètent beaucoup des levées sismiques parce que c'est quand même un impact majeur. Et comme vous avez su par après, on est précisément dans l'habitat essentiel du beluga, qui est très sensible à une certaine période de l'année, à partir en fait de la fin avril. Là, les mères viennent avec les bébés belugas, et les alertes à cet endroit-là. Donc, je ferme la parenthèse. On apprend qu'il y a des levées sismiques qui se font. Petite panique, cherche les autorisations fédérales s'il y en a. Ne trouve pas d'autorisation fédérale. Finalement, on apprend que les autorisations fédérales sont délivrées depuis un mois, la veille ou le matin même des travaux, mais que le site Internet du gouvernement avait été en panne pendant un mois, c'est pour ça que vous ne les aviez pas vus. Donc, les levées sismiques se font finalement. Donc, c'est fait. Et là, donc, on passe à une autre étape. Et là, on apprend qu'ils vont également faire des forages. Mais là, ils les annoncent à l'avance. Donc, fort de cette information-là, on dépose une requête en injonction disant à l'avance, il nous semble, parce qu'il n'y a toujours pas d'autorisation faite pour ces forages-là, et c'est d'autant plus délicat que la première phase des levées sismiques, l'autorisation qui avait été donnée au fédéral seulement, avait un document écrit par les scientifiques du gouvernement qui disait très clairement qu'il fallait absolument que les levées sismiques soient finies pour le 30 avril. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que les belugas arrivent avec leur mère. Et là, on annonce des forages après le 30 avril. Petite panique ici. Donc, dépôt de l'injonction. La veille de l'audition, TransCanada fait des demandes d'autorisation à Québec. On dit que ça vous prend un permis de Québec. Et ça, c'était une première, je vous dirais, un premier pas dans ce qui va devoir être débattu éventuellement encore. En déposant l'injonction, on dit vous n'avez pas de permis au fédéral apparemment, mais vous n'en avez pas non plus pour le Québec. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous n'en aviez pas non plus pour les levées sismiques, mais ça, on y reviendra dans 2 secondes tout à l'heure. Mais certainement pour les... Alors donc, la demande est faite, et la demande est faite pour où sont vos autorisations sous les 2 ordres de gouvernement. Et là, le matin même, j'apprends que la demande a été faite pour les autorisations du Québec la veille à 4 heures. Et on a la lettre qui le confirme, et je retrouve encore une fois l'expression volontairement, nous allons demander volontairement des permis à Québec, des autorisations, et on s'engage à ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir les fameuses autorisations. Bon, l'histoire, vous la connaissez. Le 21 août 2014, le ministère de l'Environnement autorise les travaux de forage. On analyse la nature des autorisations. Il y a petit problème, à notre avis, à la face même des documents qu'on analyse. On dépose une injonction qu'on perd le 1er septembre. On retourne en cours après avoir interrogé, on a eu le temps parce que on parle entre le 21 et le 1er, ça courait. Et donc, on a l'occasion d'interroger les représentants du ministère de l'Environnement. On redépose l'injonction qu'on gagne le 23 septembre, comme tout le monde connaît, tout le monde le sait. Ce que les gens savent moins, c'est que après cette étape-là, le CQDE a déposé une plainte au ministère de l'Environnement parce qu'il y a quelque chose qui, selon nous, avait échappé au ministère, c'est que si effectivement, suite à notre injonction, TransCanada avait fait volontairement des demandes de permis qui finalement ont été annulées, ça sous-entendait que les levées sismiques, qui étaient beaucoup pires, l'expression ne se dit pas, mais bon, beaucoup pires, qui avaient été faites la première fois, eux ont été faites sans non plus d'autorisation. Donc on dit, il nous semble clairement que ça aurait dû prendre également des autorisations. On a su en janvier seulement, ça a fait un peu les nouvelles, mais on n'avait pas eu copie, on a fait une demande d'accès pour avoir copie de l'avis de non-conformité. Et effectivement, le 4 septembre, c'est important aussi dans la suite des choses, le 4 septembre, le ministère de l'Environnement a envoyé un avis de non-conformité à TransCanada pour ne pas avoir requis des autorisations sous 22. Jean a fait un peu la nuance tantôt. Pour les levées, j'appelle ça les levées géophysiques faites du 25 au 30 avril, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Avis non contesté par TransCanada à ce jour. L'histoire, pour le recours, l'histoire Beluga, le 5 novembre, finalement, TransCanada annonce qu'il abandonne Cacouna dans ses projets. Finalement, le 17 décembre, dépose un nouveau tracé à l'Office national de l'énergie, où le port de Cacouna n'y est plus, donc des amendements à son étude d'impact déposée au fédéral. Dans la requête, on en fait état, mais suite à une demande d'accès dont l'information nous est venue également en janvier 2016 seulement, après 8 mois pratiquement, on a obtenu des échanges de lettres entre TransCanada, c'est ce qu'on demandait, entre TransCanada et le ministère de l'Environnement pour savoir un peu qu'est-ce qui est entourant les demandes de permis. On apprend à la lecture de ces lettres-là que le ministère, effectivement, a réitéré 2 fois plutôt qu'une, et même, je dirais 3 fois, on va le voir tout à l'heure, que TransCanada était assujetti non seulement pour l'évaluation du port, mais l'ensemble du pipeline. Et la première correspondance qui en faisait état était une correspondance qui a été envoyée tout de suite après la demande de l'avis de projet de TransCanada sur la portion pipeline. La réponse du ministère était tout de suite, bon, bravo, on prend acte de, je ne sais pas comme ça que c'est dit, mais on prend acte de, mais on vous avise que c'est pas juste le pipeline, c'est pas juste le port, tout le pipeline est assujetti. Et là, j'ai des extraits des lettres. Donc, en 2014, quant à la portion, ça ne peut pas être plus clair, quant à la portion québécoise de l'éoduc, elle est assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en vertu de l'article 2J, tout ce que Jean vous a mentionné. Il est dans votre intérêt de respecter la volonté des Québécois et Québécoises et Québécois, et de faire la lumière sur l'ensemble de la portion québécoise du projet en déposant sans délai l'étude d'impact afin de coordonner. Première lettre, 18, 11, c'est 18 novembre. Le 2 janvier, on réitère, suite à la correspondance du 18, je vous avisais que la portion québécoise du projet est assujettie. Afin d'amorcer la dite procédure, vous devez déposer un complément à votre avis de projet, comme Jean vous l'a expliqué, afin que nous puissions vous transmettre une directive actualisée, c'est-à-dire vous dire par directive ce qu'on voudrait bien voir analysé au Québec dans une étude d'impact propre à la procédure du Québec. Et j'ajoute un autre élément. L'analyse qu'on en fait du partage des compétences, parce que je le dis tout de suite, ça risque de nous amener dans un débat de partage de compétences selon, fort probablement, bien que je n'ai pas vu de défense encore, mais si on suit la ligne depuis le début, l'application volontaire des lois québécoises, ça laisse toujours entendre que, parce que nous, on estime que légalement, on n'est pas tenu de le faire, donc quand on se plie à ces exigences-là, on le fait volontairement. Donc, on va tôt ou tard aller sur ce débat-là. Débat à l'intérieur duquel, lorsqu'on parle de déposer un avis de projet et une directive, bien entendu, c'est principalement orienté sur les compétences que Québec se doit d'exercer à l'égard d'un tel projet. Je vous disais 3 fois plutôt que 2. Ajouté à ces 2 lettres-là, on a également une motion unanime de l'Assemblée nationale, un peu plus complète que celle-là, mais j'ai retenu surtout cet élément-là. Le 6 novembre 2014, l'Assemblée nationale adopte une motion unanime, c'est important de le mentionner, demandant au gouvernement d'assumer sa compétence en environnement et de renoncer à déléguer ses évaluations à l'Office national de l'énergie fédérale. Le 8 juin 2015, un peu à la surprise de tout le monde, on apprend que le ministre va mandater le Bureau d'audience publique sur l'environnement à faire enquête. Et Jean vous expliquera, je ne rentrerai pas sur la mécanique, tu reviendras sur 6.3 tout à l'heure et tout. Donc on apprend, parce que je place juste les morceaux qui ont conduit à la requête en jugement déclaratoire. Donc, accorde un mandat sous 6.3 pour faire enquête. Le communiqué accompagnant cette annonce-là en juin mentionne, en mandatant le BAP, le gouvernement confirme son engagement de mai 2014 d'être à l'écoute des citoyens, de les informer et d'agir de manière responsable. Nous donnons les moyens pour encadrer de manière rigoureuse les travaux préliminaires de l'entreprise et nous nous assurons que les communautés locales et les citoyens puissent exprimer leurs préoccupations sur le projet d'Énergie-Est. Donc, ça vise nommément l'ensemble du projet, cette consultation-là. Ainsi, nous serons en main toutes les analyses et toute l'argumentaire nécessaire afin d'aller défendre les intérêts du Québec lors des audiences de l'Office national de l'énergie. Donc, on a déposé la semaine dernière une requête en jugement déclaratoire dont les conclusions sont de
confirmer que le projet de TransCanada est assujetti à la procédure des articles 31.1 et suivants, et d'ordonner à... non, c'est vrai, c'est pas d'ordonner, et de confirmer, parce que c'est un jugement déclaratoire, il n'y a pas d'injonction pour l'instant d'ajouter, et de confirmer que TransCanada se doit d'obtenir une autorisation gouvernementale. C'est probablement là où le bas blesse le plus, c'est qu'entre l'une et l'autre des procédures, il y en a une qui conduit nulle part, et l'autre nous conduit à obtenir à l'intérieur des compétences de Québec une autorisation en bonne et due forme. Voilà. Je continue juste à expliquer un peu l'article 6.3. Le ministre de l'Environnement, au lieu de procéder ce qui est prévu par règlement, un oléoduc de 2 km, tout le monde, on s'attendait, on avait une attente légitime, d'être consulté, les groupes environnementaux, de la façon prévue par la loi sur la qualité de l'environnement en vertu des articles 31.1 et suivants et en vertu des règlements qui encadrent la participation publique quand c'est de tel type de projet. Il existe un autre article dans la loi, l'article 6.3, qui permet au ministre de mandater le BAP pour faire des enquêtes générales. C'est l'article qu'on s'est toujours servi au Québec, ce qu'on appelle les audiences génériques, donc un genre qui ne porte pas sur un projet de développement précis. Par exemple, c'est l'article dont on s'est servi pour ce qui est l'industrie des gaz de schiste. Ce n'était pas un projet d'un promoteur. Le gouvernement voulait enquêter et entendre les citoyens sur les préoccupations de cette filière-là. Il y a eu au début des années 2000, vous vous souviendrez des audiences, le rapport Beauchamp sur l'eau, l'industrie porcine, dernièrement la filière uranifère, les mines d'uranium. Ça ne porte pas sur des projets. Dans toute l'histoire, l'article 6.3, c'est un pouvoir d'enquête qui existe, mais qui n'est pas pour évaluer et qui ne mène pas, comme Michel a dit, à aucune autorisation du gouvernement. C'est d'ailleurs un argument très favorable pour TransCanada, parce qu'il faut aussi quand même ajouter qu'il y avait un certain nombre de lobbyistes, le devoir a mentionné entre 19 et 23 selon le registre des lobbyistes, dont le mandat textuellement était écrit « obtenir l'assujettissement à des processus volontaires d'évaluation ». Donc, dans le registre, TransCanada était clair, nous, on ne veut pas être assujettis à la procédure obligatoire. Ce qui est prévu par le règlement pour les oléoducs de 2 km, c'est pas là qu'on veut aller. On veut aller, et ils ont confirmé, on va participer, le discours volontaire, on va participer volontairement au processus d'audience que choisit de mettre en place le ministre de l'Environnement par le biais de l'article 6.3. Ce n'est pas des questions de virgule puis d'avocasserie. Pourquoi on a décidé d'aller déposer ce recours-là? C'est parce qu'en termes de droits citoyens, et moi c'est ça qui m'importe, les droits des citoyens, de la population, les droits d'information, de participation et d'accès à la justice, là, qui sont comme les 3 grands droits reconnus entre autres par la Déclaration de Rio, il se trouve, nous on appelle le mandat tronqué de 6.3, parce qu'il y a plusieurs lacunes. Ça change beaucoup de choses. C'est pas blanc, bonnet, bonnet blanc, là, c'est pas du tout la même affaire. Premièrement, il y a ce mandat-là, il n'y a aucune obligation pour le promoteur. Donc, il n'y a pas d'avis de projet à déposer. Il n'est pas obligé de faire une directive selon les points mentionnés par le ministre de l'Environnement. Là, il a dit, parce qu'il a dit qu'il était pour participer aux audiences de 6.3, mais il n'y a pas d'obligation de répondre aux questions. Il n'y a pas d'obligation de répondre à différents points soulevés par d'autres ministères. Son étude d'impact, comme il n'y en a pas eu à réaliser, parce que présentement, on va être consulté sur les documents que lui, le promoteur, a déposés à Ottawa, à l'Office national de l'énergie. Office qui, il y a 2 semaines à peine, a retourné TransCanada à ses devoirs en disant que la documentation déposée, à ce jour, est incomplète, insuffisante et incompréhensible et ne permet pas une consultation efficace du public. Pourtant, c'est sur la base de ces mêmes documents-là que nous allons être consultés au Québec à partir du 7 mars. Quand même un peu particulier parce que, si on parle au niveau de la participation publique, là, admettons, on peut tous s'entendre que le BAP
versus l'Office national de l'énergie. Disons que la réputation du BAP est nettement supérieure à l'Office national de l'énergie en termes de participation, de permettre la participation du public. Mais là, le ministre a donné un mandat au BAP précis, parce que ça, c'est l'autre chose. Quand c'est un BAP sur un projet, une étude d'impact préparée en vertu du règlement, bien, le promoteur, l'ensemble de ce projet-là est soumis au débat, aux audiences publiques du BAP, dont, entre autres, les aspects économiques, parce que pour un promoteur qui construit son étude d'impact, c'est très important de développer, de montrer les avantages économiques de son projet. C'est souvent le cœur de la chose, là, en termes de création d'emplois, de retombées fiscales, etc. C'est de montrer que mon projet, économiquement, il est bon. OK, il y a peut-être des impacts possibles au niveau environnemental et social, mais regardez ce que je prévois faire. Dans le cas qui nous occupe, dans le mandat qui a été donné au BAP, le ministre a exclu expressément trois sujets qu'on ne pourra pas aborder. Que si quelqu'un s'aventure à aller poser une question, les commissaires du BAP, de façon polie mais ferme, vont leur retourner. Ben, les enjeux économiques, c'est clair, c'est les enjeux économiques et fiscaux pour le Québec. Les enjeux économiques, là, c'est énorme. C'est toute la question des redevances, entre autres, le point 5 de la résolution de l'Assemblée nationale, là, qui avait voté 7 conditions. La 5e, c'était les retombées, les redevances éventuelles que le Québec, parce que c'est un pipeline qui s'en va seulement pour l'exportation, il n'y a plus de port. Est-ce que le Québec peut encourir les risques sans demander de redevances? Ça peut être au niveau municipal, en termes de création d'emplois. Et il y a des enjeux économiques dont je trouve que les chambres de commerce de notre province ne parlent pas suffisamment, qu'on pourrait questionner. Si on permet à l'Alberta de doubler sa production de gaz à effet de serre, là, parce que l'oléoduc, 1,1 million de barils par jour, c'est ce que ça donne. C'est l'équivalent, selon Pembina, de la production industrielle québécoise. Si on permet à l'Alberta d'élever sa production de gaz à effet de serre, c'est quel va être l'impact économique pour les 9 autres provinces si le Canada, comme on le souhaite tous, adopte des plans de réduction en conformité avec ce qui s'est discuté à Paris au mois de décembre. Est-ce que pour les 9 autres provinces, s'il y a une province qui peut pratiquement doubler sa production de gaz à effet de serre parce qu'on met en place des nouvelles infrastructures de transport, quel est l'impact économique partout ailleurs? C'est pas juste une question de petits oiseaux et de petites grenouilles. Là. Je sais qu'il y a des gens qui disent que je m'intéresse beaucoup aux oiseaux et aux grenouilles. C'est beaucoup plus large que cette question-là. Et ça, vous ne pourrez pas la poser aux audiences du BAP parce que le ministre, ce qu'il n'aurait pas pu faire si le mandat était en vertu de 31.1, le ministre a exclu ça, a exclu les questions d'approvisionnement de gaz naturel au Québec et, troisième point, la question des droits autochtones. Il n'y a pas d'étude d'impact, vu qu'il n'y a pas d'avis de projet, donc toutes les spécificités québécoises, des deux solitudes, là, on en fait partie d'une, ben, les spécificités québécoises de nos lois particulières ne sont pas dans l'étude de l'ONU. Et ce n'est pas le gouvernement fédéral, ce n'est pas l'Office national de l'énergie qui a la compétence pour déterminer l'impact d'un projet sur les mesures de protection du territoire agricole, par exemple. La loi sur la protection du territoire agricole, c'est une compétence québécoise. Est-ce que c'est normal qu'on abandonne si, dans une étude d'impact digne de ce nom, préparée selon une directive, c'est évident que, par exemple, tous les questionnements de la CMM, les 82 municipalités qui sont prononcées l'autre jour, pourraient se retrouver dans une directive pour demander à TransCanada, regardez, là, la CMM, là, c'est quand même la moitié de la population du Québec là, qui se sont prononcés, ils ont 82 positions, questions. Bien, documentez ça, puis on va en discuter après. Mais c'est impossible. Le 6.3 ne permet pas ça. Donc, présentement, le 7 mars, l'audience du BAP débute. Et généralement, quand il y a une étude d'impact qui est fournie par le promoteur au niveau, en vertu de la procédure, cette étude-là, avant qu'elle soit remise aux citoyens, avant qu'elle soit rendue publique et que là, on puisse aller en débattre, en discuter aux audiences, elle a déjà circulé à travers les ministères. Elle a déjà, qui ont posé des questions que le promoteur a répondu, et on est capable même aujourd'hui de connaître le contenu de ces échanges-là, plus tard, parce que c'est rendu public, mais ça améliore le contenu de l'étude d'impact qui nous est soumis pour discussion. Dans ce cas-ci, c'est pas ça du tout. C'est la documentation qui a été déposée au fédéral
qui est disponible sur le site. Et on le dit très bien, d'ailleurs, c'est la documentation du promoteur, et ça nous renvoie souvent sur le site. D'autres influences négatives, donc je le répète, mais c'est grave, là, il n'y a pas d'autorisation gouvernementale du gouvernement du Québec là-dessus. Tout Québécois, on a, en vertu de la même loi sur la qualité de l'environnement, le droit de prendre une injonction pour faire respecter, textuellement, là, faire respecter les conditions d'autorisation des projets. Bien, s'il n'y en a pas de conditions d'autorisation du projet au Québec, bien, vous venez de perdre le droit d'accéder à la justice, le droit à l'injonction environnementale de 19.2, qui est une autre particularité qui avait été introduite en 1978, qui est un autre droit qui a été accordé aux citoyens, qui nous est balayé sous le tapis. Et c'est la soumission, c'est une question de compétence, mais totale à la procédure fédérale. L'audience qui est mise en place, le ministre, le gouvernement le disent, c'est pour établir la position du gouvernement du Québec aux audiences de l'Office national de l'énergie. Donc, le gouvernement du Québec, suite aux audiences du BAC, va aller présenter un mémoire à l'Office national de l'énergie sur le même pied que la Chambre de commerce de Sudbury. J'ai rien contre Sudbury ni leur Chambre de commerce, mais c'est quand même assez particulier qu'on abandonne de cette façon-là les compétences du Québec. J'ai parlé de l'injonction, donc les trois sujets qui ont été exclus par le ministre. Et il faut se rendre compte aussi, là, on est dans un processus accéléré, alors que le projet, lui, ne fait que prendre du retard et son échéance est repoussée. Les audiences commencent le 7 mars, la semaine prochaine, à Lévis et dans trois lieux satellites, là, Trois-Rivières, Laval et La Pocatière. Donc, il n'y a pas d'audience comme telle à Montréal, ni à Québec comme telle. Mais plus important, c'est que ce qu'on prévoit, le calendrier qui est disponible, c'est qu'il y a, comme toujours, il y a une première partie des audiences du BAP, c'est le questionnement. Les gens vont aller poser des questions sur des thèmes qui sont déjà établis, mais pas des thèmes comme la question de l'économie. Ça ne fait pas partie des thèmes. La deuxième partie, c'est là où on va exprimer nos opinions, la partie des mémoires, où les gens vont déposer des mémoires ou vont dire au micro ce qu'ils pensent du projet en question. Va se conclure, commence vers le 20 quelques avril et va être conclu normalement début mai. Donc, début mai, la population québécoise sera considérée comme ayant été consultée sur le projet Énergie-Est. Alors qu'à ce jour, l'ONE, dans la loi fédérale, prévoit un délai de 15 mois entre le moment où l'ONE considère satisfaisante les documents, l'étude d'impact déposée par le promoteur et la décision. Le délai n'a toujours pas commencé à courir parce que l'ONE n'a toujours pas dit à TransCanada que votre documentation est satisfaisante. Donc, ce n'est pas encore commencé à l'ONE. Il y a un délai minimum de 15 mois que M. Harper avait mis et le nouveau gouvernement Trudeau a dit on rajoute un 6 mois supplémentaire. Donc, il y a un minimum de 21 mois entre le jour où l'ONE va dire oui, je considère que la documentation déposée est suffisante, oui, on commence le processus d'évaluation d'examen. Donc, il n'y a absolument aucune urgence là, de nous consulter à ce jour-ci sur une documentation jugée incomplète par l'ONE lui-même. Donc, c'est plusieurs désavantages qui ne se seraient pas passés si le gouvernement du Québec avait avait juste fait suivre ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils ont dit jusqu'à la fin de l'automne 2014, que ce projet-là, dans sa partie québécoise, était assujetti. Et c'est ce qui a amené, la semaine dernière, à déposer le recours en justice que Michel vous a mentionné. S'il y a des gens qui s'intéressent, ça se lit très bien, malgré tout, que ce soit du droit. Il y a 4 recours acquérants là-dedans. Il y a le Centre québécois du droit de l'environnement, il y a Équiterre, que vous connaissez bien, Nature Québec et la Fondation Coule pas chez nous. La Fondation Coule pas chez nous, c'est un organisme qui regroupe près de 130 comités de citoyens. Ce n'est pas un groupe, les grands groupes environnementaux, c'est des comités de citoyens qui travaillent, et la plupart sont situés sur le parcours du projet. Ces 4 groupes-là se sont mis ensemble et ont déposé la requête que Michel vous a expliquée. Et les défendresses, c'est les 2 entreprises, TransCanada et Oléduc Énergie-Est, et on a mis en cause le ministre de l'Environnement sur cette question-là. Vous pouvez, c'est les 2 sites Internet qui sont là, et si vous allez, de toute façon, je vous invite à aller voir le site du Centre québécois du droit de l'environnement. Vous avez la requête,
Et vous avez aussi une fiche explicative sur les enjeux pour la population québécoise liés à ce recours-là. Et aussi, et c'est là-dessus que je vais conclure, sur la question du financement pour le Centre québécois du droit de l'environnement, c'est un OSBL, un organisme sans but lucratif. Il y a plein de gens là-dedans qui travaillent de façon bénévole, des avocats pro bono qui acceptent de travailler à la moitié, sinon le quart du tarif régulier. Mais l'accès à la justice, ça coûte cher, il faut déposer toutes sortes de documents. On a besoin, et ça ne veut pas dire que cette décision-là ne sera pas nécessairement portée en appel par l'entreprise, c'est comme on prévoit gagner. Donc, j'appelle au soutien financier, mais de toute façon, si vous voulez vous informer, je ne saurais trop recommander le site du Centre québécois du droit de l'environnement.